Bonjour, je ne suis pas Nathalie Wolf. Je ne suis pas Patrice Carmouze, bonjour. Mais ça peut s'arranger tout ça. Bonjour et bienvenue dans Envie de lecture, cette émission où on aime les livres et dans laquelle on va essayer de vous les faire aimer. Et alors, pour cette émission, on a deux personnalités qui vont nous présenter des livres et nous proposer des livres. Oui, nous allons d'abord recevoir Charlotte Denisot. Bonjour Charlotte. Bonjour Nathalie, bonjour Patrice. Bonjour. Charlotte Denisot, vous êtes maître de conférence. Vous avez grandi dans les Yvelines, vous enseignez dans les Yvelines à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines en droit public et également à l'université d'Assas. Et vous êtes questeur aux affaires juridiques auprès du maire de Garches. Ce qui n'empêche pas de lire et d'aimer les livres. Et puis nous sommes aussi avec Anne-Blandine de la Rivière. Vous êtes libraire à Viroflay. Votre librairie s'appelle Une page de vie. Et toutes les deux, vous allez nous conseiller des livres. On commence peut-être avec Charlotte. Très bien, Charlotte. Alors, de quel livre allez-nous vous parler ? Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler de deux ouvrages dont je vous donne immédiatement le titre. Il s'agit, l'un qui est sorti déjà il y a 2 ans, mais de Maya Absolute Darling de Gabriel Talent et de Darktown de Thomas Mullen. Alors, quand j'ai choisi ces livres, quand Nathalie Wolf m'a demandé d'intervenir, c'est parce que je les avais aimés et lus au printemps 2020, durant le premier semestre, à quelques mois d'intervalle. Et aujourd'hui, qui est le jour d'élection américaine, j'ai réalisé que ces 2 livres se faisaient écho parce qu'ils montrent chacun un visage de l'Amérique. Alors, ce sont des livres qui sont assez sombres, assez durs, mais qui sont aussi lumineux par certains aspects. Alors, je vais commencer par Darktown, qui est un livre qui a été publié chez Rivage Noir en 2018 et qui est paru en poche là en 2020. Je l'avais acheté chez mon libraire, moi, à Vaucresson, à l'écriture, parce qu'il y avait une recommandation en manchette. Donc, c'est pour ça que je l'avais choisi. Et donc, je ne l'ai pas du tout regretté. C'est un livre qui raconte à Atlanta en 1948 l'arrivée des premiers policiers noirs dans la police de la ville. C'est sous la pression de la communauté noire qui, malgré la ségrégation, participe aux élections municipales que le maire se voit obligé de recruter des policiers noirs. Il va en recruter 8, et dont les 2 personnages principaux qui sont Lucius Boggs et son coéquipier qui s'appelle Tommy Smith. Le livre est très très bien documenté. Ce qui est passionnant, c'est qu'il raconte comment travaillent les policiers noirs. Il montre le racisme de la police blanche qui est encore noyautée par le Ku Klux Klan. Alors on est complètement dans la logique ségrégationniste, à savoir séparés mais égaux mais séparés. Donc il est hors de question que les Noirs aillent dans les quartiers blancs, il est hors de question qu'ils coopèrent avec les policiers blancs. D'ailleurs leurs rapports d'enquête souvent sont falsifiés ou refusés, ils partent à la poubelle. Et évidemment ils ne peuvent pas non plus partager leurs locaux et on leur affecte un local d'ailleurs indigne. Alors le livre commence par le meurtre d'une jeune femme noire qui pour la dernière fois a été vue par un policier blanc qui tente d'étouffer l'affaire. Boggs et Smith tentent de s'intéresser aux circonstances de sa mort. Ils essayent d'enquêter, mais les Blancs tentent de le dissuader. Alors s'engage pour eux une enquête qui est très difficile, qui va les mettre vraiment en grand danger. Et on voit dans l'histoire l'intervention d'un policier blanc qui est progressiste, qui est un vétéran de la guerre en Europe, qui cherche à les aider et qui va se heurter à son coéquipier, qui est le stéréotype du vieux flic raciste et corrompu. Le livre est classique dans sa forme. C'est une enquête policière. On va suivre une intrigue policière qui est bien faite, qui nous mène de bout en bout. Mais pour moi, c'est pas là l'intérêt de l'ouvrage. Ce qui est passionnant, c'est vraiment sa dimension historique et sociale. C'est le contexte dans lequel s'inscrit l'histoire. C'est-à-dire qu'on est dans l'Amérique raciste d'avant le grand mouvement pour les droits civiques mené par Martin Luther King. Et ce qui est passionnant, c'est tout ce que nous dit Thomas Mullen sur cette époque, sur ce vieux Sud, sur ces États qui étaient d'anciens États esclavagistes, sur le lynchage qu'on voit qui persiste, sur la ségrégation chez les policiers qui peuvent d'ailleurs pas défiler en uniforme parce qu'on risque d'être battus et parfois battus à mort. On voit bien aussi l'extrême frustration qu'on partage de Boggs et de ses collègues, le poids des vexations, des injustices qu'ils subissent et la position très ambiguë de ces policiers noirs par rapport à la population noire, parce que la population en noir voit en eux plutôt des traîtres, des complices du pouvoir politique qui les opprime. Et c'est très bien montré, on voit comment la société américaine est écartelée entre ses principes et le fonctionnement réel de la société. Donc voilà, c'est toutes ces questions que j'ai trouvées passionnantes, qui résonnent vraiment avec la situation des Afro-Américains. Et voilà, donc c'est un roman que je vous conseille parce qu'il y a une bonne intrigue policière et surtout cette analyse qui est très fine et nuancée de l'Amérique ségrégationniste. Et est-ce qu'on retrouve, ça se passe en 48, au début du mouvement des droits civiques, mais est-ce que les traces de tout ça, on les retrouve à votre avis encore aujourd'hui dans l'Amérique d'aujourd'hui ?
Ah bah ça, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Il y avait un très grand reportage hier sur TMC qui était extrêmement intéressant, mais évidemment, on ne peut pas lire. Enfin, je l'ai lu, c'était juste après l'assassinat de George Floyd, donc assassinat d'un noir par un policier blanc, ce qui n'est pas nouveau parce que c'est une longue liste, mais ce mouvement, enfin, en tout cas cet assassinat-là a pris une ampleur extraordinaire de fait de sa médiatisation, qui ça a été filmé quasiment en direct, on voit son agonie, son I Can Breathe. Donc évidemment, on ne peut pas s'empêcher de le lire et de penser aux extraordinaires mouvements derrière que ça a suscité, les manifestations immenses, aussi grandes que celles des années 60, le mouvement Black Lives Matter. On ne peut pas le mettre non plus, s'empêcher de mettre ça en perspective avec les statistiques d'aujourd'hui qui disent qu'un homme noir a 3 fois plus de chances qu'un blanc de se faire tuer par la police. Donc on voit bien que la situation est loin d'être résolue. D'ailleurs, l'élection aujourd'hui de Trump montre bien la méfiance des Afro-Américains envers le pouvoir politique en place. L'abstention qui est massive chez les Noirs, et puis même certains Noirs qui vont aller voter républicain. Je voyais hier aussi que la police, les Noirs craignent tellement la police blanche qu'ils préfèrent, pour leurs manifestations, prendre leur propre milice pour encadrer les manifestations, pour ne pas risquer d'avoir des policiers blancs et des débordements. Alors, avant de parler peut-être de votre deuxième livre, on va passer avec Anne-Blandine de la Rivière. Bonjour Charlotte. Bonjour Anne-Blandine. Rebonjour. Alors, vous vouliez nous parler de Liv Maria de Julia Kerninon qui est paru chez l'Iconoclaste. Oui, parce que j'ai trouvé que c'était un magnifique portrait de femme d'abord. Liv Maria est d'abord une petite fille, jeune fille qui grandit dans une île. Sa mère est bretonne, son père est norvégien. Elle a une enfance heureuse. Elle grandit entourée de l'amour de ses parents, de sa famille, oncles et tantes qui vivent sur l'île également. Mais un événement va l'obliger à quitter l'île et elle s'installe à Berlin. À Berlin, elle est jeune fille au père et elle rencontre son premier amour qui malheureusement finit pas bien pour elle puisque l'homme dont elle est amoureuse la quitte et cette rupture, également le décès de ses proches qui va lui couper aussi ses racines, va la faire partir en voyage. Elle part loin en Amérique du Sud, elle se construit une vie. Et elle rencontre à ce moment-là un deuxième amour qui va s'installer dans la durée et malheureusement un secret inavouable va faire vaciller toutes les fondations qu'elle a mis tant d'années à construire. Oui, c'est un personnage assez extraordinaire, hein. Ouais. C'est un personnage extraordinaire, et en effet avec un secret qui se révélera à la fin. C'est un très joli livre qui est paru donc chez l'Iconoclaste. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Charlotte, vous évoquez un deuxième livre, My Absolute Darling. Un peu plus rapidement, malheureusement, parce qu'il ne nous reste plus que 4 minutes en tout. Alors. D'accord. De Gabrielle Talent, oui. Alors, c'est un livre qui est sorti, un livre phénomène aux États-Unis, sorti en 2017, sorti en France, qui a déjà fait un bon chemin en France. Alors, c'est un livre dont il est assez difficile de parler, parce que c'est un livre extrêmement fort, extrêmement puissant. C'est dur, hein. C'est une véritable œuvre littéraire. Hein. Parfois, on lit des livres, mais là, c'est vraiment de la littérature. Alors, dans My Absolute Darling, pour moi, il y a 2 choses prépondérantes. Il y a la nature, qui est extraordinaire. On est à Mendocino, à 300 km au nord de San Francisco, sur une côte sauvage, très tourmentée, avec une végétation, une nature extraordinaire, décrite de manière somptueuse, des ronces passiflores, des troncs écailleux, les rhizomes des fougères. Une nature aussi qui se manifeste par les animaux qui sont très présents, les puces, les tiques, les araignées, les veuves noires. Enfin, déjà, ça donne tout un contexte. Et ensuite, il y a une histoire entre une fille et son père. Cette fille qui est sous l'emprise d'un père qui est violent, d'un père abusif, mais d'un père qui est très ambivalent, parce qu'il est écologiste, il est survivaliste, mais il est aussi alcoolique. Et il passe sa vie à mettre sa fille en garde contre le monde extérieur. Il la maltraite, cette fille, mais il lui répète à l'envi qu'elle est son amour absolu, il veut la garder pour elle. Et certaines pages, Charlotte, sont intraitables. Comment ? Oui, certaines pages sont très dures à lire, non ? Certaines scènes sont très difficiles. Voilà, je les lisais les yeux fermés, comme au cinéma, quand on ferme les yeux. Oui. Enfin, on ferme les yeux parce qu'on ne veut plus voir l'image. Et là, c'est ce qui se passe. Et en même temps, il y a une telle attraction. Ça ne donne pas envie de le lire quand on dit ça. Ça peut paraître repoussant, mais c'est vraiment une expérience extraordinaire. Oui, c'est un très grand livre, et même en effet, si, comme le dit Nathalie, il y a des passages extrêmement durs. Anne-Blandine de la Rivière, il y avait aussi Nevermind, dont vous voulez parler, de Gwenaëlle Robert, qui est chez Robert Laffont.
Alors, oui, tout à fait. Là, c'est plutôt un roman historique. On Oui, est c'est Napoléon, là, en hein. 1800, le 25 décembre 1800. Et Napoléon est victime d'un attentat rue Sainte-Nicaise. Il s'en sort. Malheureusement, il y a beaucoup de victimes collatérales. Et Napoléon est persuadé que l'instigateur de cet attentat, les instigateurs de cet attentat sont les Jacobins. Donc, il va demander à Fouché d'en déporter une bonne centaine, ce que Fouché va faire. Or, les véritables instigateurs de cet attentat sont trois royalistes, dont Joseph de Limoléan, que dont l'auteur a retracé toute la vie, est allé chercher ce qu'il est devenu. Parce que l'intrigue aussi essentielle, c'est qu'il a réussi à échapper à la police de Fouché. Ah oui. Même s'il était brisé par les remords dus au nombre de victimes qu'a causé cet attentat. Et à travers ce roman, l'auteur mêle à la fois les personnages célèbres, Napoléon, Joséphine, Fouché, Limoléan, et des petits inconnus qui permettent de rendre vivant cette page d'histoire. Bon, Donc, c'est les bizarre chapitres comme sont courts, se succèdent et ça se lit très facilement. c'est bizarre comme titre pour un roman historique, Nevermind, non? C'est vrai. Alors oui, c'est un roman historique français sur la France. Oui. Et effectivement, le titre est en anglais et l'explication se trouve dans les 10 dernières pages. Voilà. Donc, je vous laisse les découvrir. D'accord. Alors donc c'est chez Robert Laffont. Et puis parce que aussi il y a des ados et puis on a tous aimé Zorro. Vous vouliez nous conseiller une BD qui s'appelle Don Vega, c'est de Pierre Alary. Exactement, c'est une bande dessinée. Donc, on est en Californie en 1848. La Californie s'est séparée, enfin le Mexique a perdu la Californie. La Californie n'appartient pas encore aux États-Unis. C'est une zone politique un peu entre les deux. Et il y a un général, le général Gomez, qui rafle toutes les terres pour pouvoir les revendre beaucoup plus cher. Et on a la famille Vega qui a perdu ses terres et le fils, l'héritier, est à Madrid et reçoit une lettre lui annonçant le décès de ses parents et lui demandant de revenir au plus vite. Il revient, donc il découvre une région désolée. Les paysans se révoltent comme ils peuvent et utilisent le mythe populaire d'Elzo, essayant d'avoir un bandeau sur les yeux. Et ils se font très vite réprimer par le général Gomez qui est assez dur et sanguinaire. Et Don Vega décide, lui, de le reprendre à son compte avec il est adroit, il manie l'épée, il est à cheval, il a de l'argent et c'est plus facile pour lui. Et donc, c'est le Zorro de notre enfance. Les illustrations sont magnifiques. Et voilà, avec une petite surprise à la fin. Voilà, ben c'est très, très bien d'avoir conseillé une BD. Merci infiniment à Blandine de la Rivière. Merci infiniment Charlotte Denisot. Donc, on rappelle peut-être les titres de qu'a conseillé Charlotte Denisot. Alors, Dark Town de Thomas Mullen, édition Rivage, et My Absolute Darling de Gabriel Talent, Galsmeister. Et Anne-Blandine de la Rivière, donc de la librairie Une page de vie à Viroflay, c'est Liv Maria de Julia Kerninon et Nevermind de Gwenaëlle Robert et Don Vega de Pierre Alary. Merci infiniment à toutes les deux. Merci beaucoup Nathalie. Merci Patrice.